Et vous parlez maintenant de l'assurance et des charges qui sont liées bien à toute acquisition immobilière, on va dire quotidienne. La première chose, c'est qu'effectivement, l'assurance va dépendre de deux choses. L'endroit où se situe le bien et également la qualité du bien. En d'autres termes, les biens les plus récents ont les assurances les moins chères et les biens qui sont situés dans des zones avec un risque climatique ou un risque lié au quartier, par exemple, les biens qui sont dans les meilleurs quartiers ou dans des endroits où il y a un risque climatique moins important sont aussi eux ceux qui vont coûter le moins cher en assurance. Moi, je travaille sur deux zones. Je vais vous donner cet exemple-là entre la Floride, le sud-ouest de la Floride, puisque je travaille et j'habite dans la zone de Sarasota. Donc, on est juste au sud de Tampa, hein, sur la côte ouest de la Floride, qui est une zone très connue pour les problématiques d'ouragans, de tempêtes tropicales, où on a un risque climatique qui est un des plus importants des États-Unis, probablement. Eh bien, les assurances sont beaucoup plus chères que où je me trouve actuellement, vous voyez, à mon bureau du nord-est du Mississippi, où là, on est dans une zone, effectivement, où il y a un risque climatique qui est beaucoup moins important. Je dirais que sur le même type de bien, ça peut être du 1 pour 5 en termes de budget assurance. Donc, ça peut faire des bonnes différences de budget. Évidemment, il faut aussi comprendre qu'il y a il y a une carte aux États-Unis qui s'appelle FEMA. C'est le gouvernement américain qui définit une carte de zone inondable. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre de biens qui sont dans des zones inondables. Donc, dans ce cas-là, vous devez prendre une assurance additionnelle. Vous avez donc deux assurances sur votre bien. L'assurance homeowner, c'est-à-dire celle qui couvre tous les périls. Et vous avez une seconde assurance qui est vraiment liée au risque d'inondation et qui est obligatoire quand vous mettez un financement en place, un emprunt, puisque vous êtes dans une zone inondable. Ça ne veut pas dire que si vous êtes hors zone inondable, vous n'avez pas de risque d'inondation. Évidemment, il peut y avoir un risque d'inondation aussi dans des zones qui sont non inondables. Simplement, il y a un calcul de risque qui est fait par le gouvernement américain en fonction d'où le bien se situe. Et ça, évidemment, ça a un impact. Un bien qui est neuf ou très récent va évidemment être un risque beaucoup moins important pour l'assurance. Donc, vous allez avoir une police d'assurance bien meilleure, probablement avec un coût inférieur et une couverture supérieure. Ce qui va compter quand vous faites l'acquisition d'un bien, c'est faire ce qu'on appelle une four-point inspection, c'est-à-dire une inspection sur les quatre parties principales d'une maison structurelle, la toiture, l'électricité, tout le système de chauffage et la plomberie. C'est vraiment ce qui ressort dans ce rapport-là, ce qu'on envoie à l'assureur pour qu'il puisse déterminer son risque et vous sortir le meilleur type d'assurance. Là, c'est pareil, on peut travailler avec une marque en direct d'assurance, ou autrement aller voir un courtier en assurance qui lui travaille avec différentes marques. Et donc, effectivement, ça permet d'essayer d'avoir les meilleurs devis, les meilleurs prix en termes d'assurance. Euh, les autres frais à prendre en charge, en considération, pardon, quand on acquiert un bien aux États-Unis, c'est évidemment la taxe foncière, qui est l'autre gros morceau, on va dire, des charges fixes quand on fait l'acquisition d'un bien. Nous n'avons pas de taxe d'habitation aux États-Unis, mais seulement une taxe foncière. Donc là, la taxe foncière, en fait, c'est une taxe qui sert vraiment à nourrir l'économie locale, puisqu'en fait, elle est, euh, elle est partagée, cette taxe foncière, entre deux ou trois administrations. Tout dépend où le bien se situe. Si le bien se situe dans ce qu'on appelle une city limit, c'est-à-dire dans une ville, vous allez avoir une partie de la taxe foncière qui va être euh, payée, donnée à la ville. Une autre partie de la taxe foncière va être donnée au county. Donc là, on est sur du coup une région administrative un peu plus grande, qu'on pourrait, pour les Français, assimiler à un département, peut-être pour les Suisses, un canton. Je sais pas si ça fait un peu de sens, mais voilà. Donc c'est un peu le county, c'est à peu près ça. Et puis après, la troisième partie de la taxe foncière sert à payer le réseau d'écoles publiques, le school district. Parfois, notre bien est hors de la city limit. Donc dans ce cas-là, on a juste la taxe foncière sert à payer le county et le school district. En gros, votre taxe foncière sert à payer les routes, la lumière dans les rues, tout un tas d'infrastructures qui sont importantes, les écoles, la rénovation des écoles et payer les profs. Donc ce budget-là aussi. Donc évidemment, la taxe foncière varie en fonction d'où on se situe. Si on est dans un très bon school district où on a de très bonnes écoles publiques, eh ben on a une taxe foncière qui est plus haute. C'est pour ça qu'aussi les biens aux États-Unis ont généralement plus de valeur dans les secteurs où il y a de très bonnes écoles. À contrario, si on est dans un endroit où les écoles sont pas bonnes, les écoles publiques, eh bien là, on a une taxe foncière qui est plus faible.
De la même manière, d'un county à un autre, d'une ville à une autre, en fonction des infrastructures qu'on a, du budget de la ville, eh bien, ça peut être très évolutif. Moi, j'ai la chance de travailler dans un county, Tishomingo County, là où je me trouve actuellement, qui est un des 5 counties les plus faibles en termes de taxes foncières des États-Unis. Donc ici, on a vraiment des taxes foncières très faibles. Sur Sarasota County, où je travaille dans le sud-est de la Floride, pardon, au Charlotte County, on a des taxes foncières qui sont généralement de l'ordre de, je dirais, 1% à 1,5% de la valeur marché du bien. En fait, le calcul de la taxe foncière aux États-Unis se fait par ce qu'on appelle, encore une fois, un appraiser, c'est-à-dire que là, quelqu'un qui est embauché par l'administration, qui a le job principal de déterminer la valeur fiscale du bien. La valeur fiscale dépend la valeur marché du bien. Et à partir de cette valeur fiscale, il y a un pourcentage chaque année qui est alloué au prélèvement de la taxe. Alors, il faut savoir que la taxe, dans tous les cas, à partir du moment où vous avez acquis le bien, elle est capée à maximum 3% par an d'évolution. Donc, on ne peut pas vous faire passer la taxe foncière de votre bien du simple au double. En revanche, il faut prendre en considération qu'il y a une autre chose qui vous est facturée sur votre facture, comme ils disent, puisque c'est une bill pour la taxe foncière, c'est ce qu'on appelle l'assessment, c'est-à-dire que parfois, l'administration va vous faire payer un frais exceptionnel pour eh bien, un besoin exceptionnel. Donc, par exemple, à une tempête tropicale l'année dernière, il y a eu un certain nombre d'infrastructures qui ont été endommagées, la caserne des pompiers, des armes sont tombées sur la route. Ben, on a besoin de plus d'argent cette année pour faire le budget, ou les écoles aussi un arbre est tombé sur le toit de l'école. Et dans ce cas-là, eh bien, ils vont vous demander de faire un effort particulier cette année, et donc ils vont vous faire payer eh bien, un peu plus cette année. Ça peut être ponctuel, ça peut être sur plusieurs années. Tout ça est voté par les gens élus localement, les commissionnaires, comme on dit, donc il y a un bureau, évidemment, qui est élu et donc qui vote eh bien, les taxes. Ayez en tête que les taxes sont vraiment, la taxe foncière en tout cas, elle est vraiment euh, euh, remise dans l'économie locale. Voilà, c'est quelque chose qui est local, donc ça sert vraiment à nourrir l'économie locale. Autre charge qui peut exister également sur les biens quand vous en faites l'acquisition, et ce qu'il faut regarder également, ce sont les HOA, c'est-à-dire les frais de copropriété. Alors ça peut être le cas si on fait l'acquisition bien sûr d'un appartement. Quand on parle d'un appartement, souvent on fait référence à un condominium où il y a un certain nombre de charges parce qu'il y a un certain nombre de services. Mais ça peut être aussi le cas dans le cadre de résidences, de gated community, donc de résidences fermées, où il peut aussi avoir un certain nombre de services, d'infrastructures, une piscine, une salle de gym, ou tout simplement on vient vous couper le gazon toutes les semaines. Et ben, cette charge-là, il faut la prendre en considération et parfois elle peut être de plusieurs centaines de dollars, parfois plusieurs milliers de dollars par mois. Donc c'est à prendre en considération également. C'est pour ça que d'un point de vue investissement pur, on essaie de sortir de ces zones où il y a déjà un certain nombre de restrictions. C'est le cas des HOA, puisque là, il y a des restrictions et des règles supplémentaires par rapport aux règles qui existent dans la ville ou le county. Mais en plus de ça, bah, il y a des charges qui sont liées à ça, qui sont pas décidées. Donc le propriétaire perd une partie de son contrôle, puisque là, il y a un vote qui est fait auprès des élus, des board members, c'est-à-dire des gens qui sont élus parmi les propriétaires, qui votent pour l'ensemble des propriétaires. Donc c'est important aussi d'élire les bonnes personnes ou de se présenter pour être élu dans ces cas-là, évidemment, si on veut garder un minimum de contrôle pour son bien. Surtout, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, voir la rentabilité de ce type de bâtiment ou la rentabilité d'une maison individuelle, le prix d'un duplex ou le prix d'une maison individuelle, une seule adresse, contact@investir.us, ou le lien directement en description. Vous soumettez votre projet et puis on prend contact avec vous sous 24 à 48 heures. Je vous dis à bientôt, bye bye.